Après, on a quelques secondes pour se lancer, hein, t'inquiète pas. Et toi, tu coupes pas du coup? Comment ça, je coupe pas? Non, je sais pas, il y avait marqué no cut dans le Ah oui, podcast. oui, oui. Oui, je fais très peu de cuts, à moins que tu aies dit un truc Ok, ça marche. que tu veux pas, on a très peu de cuts. Juste, s'il y a des moments de blanc, s'il y a une coupure internet, tout ça, on essaye de pas Bien laisser sûr. ça pour rien. Mais après, si tu es en train de réfléchir, de parler, je trouve que c'est mieux Ouais. de pas forcément, couper. Et Antonin qui monte le podcast, enfin qui fait Ouais. les niveaux, qui regarde que tout se passe bien dans le son, est plutôt d'accord avec ça. On a tendance à, tu sais, surconsommer du content et à vouloir aller au plus vite au point essentiel, sauf qu'en fait, bah, c'est le temps de la réflexion souvent qui fait partie de la réflexion, quoi. Et du coup, bah, si tu le cut, les gens, ils ont pas le temps de de comment dire? De matérialiser dans leur esprit la réflexion que toi tu as postée, Je suis et d'accord. cetera, quoi. Et du coup, tu connais Antonin? C'est un pote à Oui, toi? ouais, ouais. Tu le connais? J'étais un de ses auditeurs. Je suivais pas mal son podcast au tout début, Ouais. et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en soirée parce c'est un des bons potes de ma colocataire à Paris. OK. Et on a échangé une fois à une soirée. Mais ouais, je vois qui c'est avant qu'il change totalement de fusil d'épaule, on va dire. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, beh, plutôt cool. Et beh, tu peux lui faire un coucou puisqu'il entendra, tout ce qui est enregistré. Yes. Salut Antonin. Salut. Et du coup, alors, on va pouvoir faire ma phrase d'intro. Je vais essayer de pas l'écorcher, pas écorcher ton nom, si possible. Et sinon, je referai. Je dis ça parce que ça m'arrive assez souvent. Ouais, Tu sais, c'est toujours la première phase la plus dure et après tu pars et tout va bien, mais ouais, c'est clair. voilà. Aujourd'hui, on est en présence d'Antoine Legendre. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Martin, ça fait plaisir. Du coup, Antoine, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? Et bah, du coup, je m'appelle Antoine Legendre. Aujourd'hui, je suis le fondateur de Freebie et j'ai commencé mon activité de freelance en 2011, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Je me suis spécialisé dans le Freelance dans quoi? design. Je me suis spécialisé dans le design. Je suis sorti d'une école où on faisait du web design, du marketing et du développement. Et on touchait un peu à tout la première année. Et après, on se spécialisait dans un de nos domaines. J'ai pas mal hésité avec le dev parce que j'aimais beaucoup ça. Mais moi, j'avais besoin vraiment de créer, que ça soit tout de suite visible. Et j'avais cette appétence pour le design. Donc, je me suis spécialisé plus en design. Et après, je me suis spécialisé en UX. Je m'occupais vraiment de l'expérience utilisateur au global. Et avec toujours cette notion, pardon, d'avoir cette couche de design aussi qui me permettait de designer les concepts qu'on essayait de créer en UX, quoi. Et après, au début, bah, je touchais un peu à tout. On va dire, je faisais un peu de motion, je faisais un peu tout en termes de design pour se chercher. Et vraiment, ce qui m'intéresse le plus et sur lequel je me suis orienté, c'est le product design. Donc, ça veut dire le design au sens large, en ajoutant du côté gros et business dans ces designs de services, quoi. Et vraiment, le but, c'est moi ce que j'adore, c'est de créer des services qui sont utilisés par des milliers de personnes et qui y ont vraiment un intérêt derrière, quoi. Et du coup, D'accord. j'ai fait pas mal de petites missions pour des petits clients, pour des grands groupes, vraiment assez différents. Et la dernière grosse mission que j'ai faite, c'était chez PSA, donc chez Peugeot. Et là, j'étais au studio de recherche et développement sur la partie IHM, donc toutes les interfaces dans les voitures autonomes. Et on s'occupait de créer des applications pour les gens qui vont arrêter de conduire dans quelques années, pour vraiment avoir une expérience au global de sa mobilité. Et donc c'était hyper intéressant. Mais c'est vrai que j'étais en régie, j'étais en 4/5e du lundi au jeudi. Et j'avoue que du coup, ça me correspondait pas tellement d'être dans un énorme univers comme ça, parce que j'avais l'impression d'être totalement comme si j'étais salarié de l'entreprise. J'étais plus un prestataire en régie. Et c'est ce que je n'avais pas forcément réalisé Ouais. jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'était pas la meilleure des configurations par rapport à ma personnalité, quoi.
Et c'est vraiment de là qu'est sorti du coup le besoin de ma startup d'aujourd'hui qui s'appelle Freebie parce que j'avais vraiment besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité administrative puisque j'avais plus qu'un jour le vendredi pour gérer mon admin et mes clients et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin sur ce créneau-là et moi j'avais vraiment envie de passer le moins de temps possible pour me concentrer sur mon job et donc j'avais pas envie de tout gérer à la main alors que je n'avais pas le temps de le faire et j'avais vraiment besoin d'un outil comme Freebie pour gérer mon activité à ce moment-là. D'accord. Du coup, tu avais d'autres clients en parallèle de PSA, mais plus Exactement, ouais. petits, quoi. Bah en fait, Pas- j'avais une dizaine de clients en simultané, donc du petit au grand client, et ça s'enchaînait, ils me rappelaient, je le bossais avec eux sur plein de projets. Mais du coup, c'était vraiment là, comme j'étais du lundi au jeudi en régie, bah je pouvais pas répondre au téléphone, je pouvais pas prendre mes rendez-vous clients comme habituellement, donc ça repoussait tout sur le vendredi. J'ai vu mon vendredi qui s'est élargi de fou, et du coup, Ouais. c'est ça que je me dis que c'était plus possible, et j'ai commencé à réduire mes clients au fur et à mesure. Parce que après je suis parti sur le développement de Freebie. D'accord, t'es parti direct du système en régie Bah en même temps au en Freebie. fait, c'est assez drôle parce que je suis tout de suite allé voir un développeur et en fait le soir, le week-end et le vendredi, je bossais sur Freebie pendant à peu près un an avant de sortir de la régie pour me concentrer sur Freebie à temps plein. T'as fait J'ai combien de fait temps en 2 ans. régie, du coup? J'ai fait 2 ans Deux chez ans. PSA, ouais. Ok. Et donc, au bout de la première année, quoi, t'as commencé à te lancer sur Freebie en Exactement. parallèle. C'est vraiment ça, Ok. et Et le but, c'était vraiment en fait, je suis allé voir un développeur pour bosser avec moi, sauf que moi, j'étais pas à temps plein sur le produit, et donc c'était hyper compliqué puisque je bossais dessus que le soir, le week-end et le vendredi. Mais j'avais vraiment ce besoin en fait de monter un projet à côté, et en fait, c'était aussi la sécurité chez Peugeot puisque j'avais un salaire entre guillemets qui tombait tous les mois. Et donc, ce qui m'a permis en fait de ouais, pouvoir prendre le temps de développer vraiment Freebie et de faire tous les étapes qu'on a besoin de faire aujourd'hui pour monter une startup, quoi. d'accord. T'as commencé en t'associant avec un développeur ou Ah, au tu le début, je le payais? payais. Au début, en fait, je suis allé le voir et je lui ai demandé de s'associer avec moi. Et lui, il n'était pas dans cette configuration-là il avait besoin de missions et il n'avait pas d'apport financier qu'il pouvait Ouais. mettre dans la structure. Mais il m'a dit, par contre, le projet a l'air fou, donc moi, je suis chaud pour bosser dessus en freelance, quoi. Et comme j'avais ce salaire de ma mission en régie qui tombait tous les mois, je pouvais payer son salaire en même temps, quoi. D'accord, ouais. Ça, c'est stylé. C'est un peu la force de la régie, mis à part le fait que ça soit vraiment pas la vie rêvée pour plein de gens, ça te permet d'avoir un peu de cash pour le réinvestir C'est ça, et une faire petite autrement, quoi. sécurité pour au moins lancer le produit, parce que malheureusement, ça dure pas un mois, le développement d'un SaaS comme ça, quoi. Ouais. Et t'as mis combien de temps pour sortir, on va dire, le produit de l'eau pour qu'il soit testable? On a mis un an pour qu'il soit testable et on a mis un an et demi pour le lancer. Donc en fait, on a vraiment fait pendant 6 mois une énorme phase de recherche où on a pris un psychologue ergonome. On a fait passer 2 types de tests utilisateurs. Donc le premier, c'était plus la découverte du produit comme s'ils avaient jamais testé, ils venaient juste d'arriver. Et le deuxième, c'était ceux qui avaient testé pendant à peu près un mois. Et donc on avait fait 2 types de tests assez différents et on avait pratiquement 350 bêta-testeurs qui nous faisaient des retours. Et on en a rencontré une centaine au final en physique et en visio. Et en fait, on a fait des tests pendant vraiment 4 mois, qu'on a fait 2 mois de tests utilisateurs et 4 mois de refonte. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a fait ça parce que sinon, on se serait totalement planté. Parce qu'on a pivoté pendant ces tests, avant la mise en ligne, et ce qui nous a permis d'avoir le produit qu'il est aujourd'hui, quoi. D'accord. C'était quoi le postulat de base et le postulat maintenant? Tu peux un peu expliquer ce que c'est le produit, Ouais, comment il carrément. est? Alors là-bas, c'était que moi, je voulais vraiment que ça soit un produit qui soit totalement intelligent, automatisé. Et en fait, c'était l'époque des chatbots. Et j'étais assez fan du concept au tout début. Et pour moi, j'étais persuadé qu'il fallait un chatbot sur Freebie. Et en fait, Freebie était un chatbot conversationnel.
Et donc c'était depuis une interface web, on pouvait parler à Freebie, on pouvait lui demander d'ajouter un client, on pouvait lui demander de créer une facture, on pouvait lui demander de faire des choses, et il répondait en textuel, et on lui répondait dessus. Sauf que pour ajouter un client, c'est très simple, tu donnes le nom du client, il tape dans la base de données, il remet les adresses et c'est fini. Pour créer une facture avec 16 champs, de la TVA, des remises, des machins et tout, c'était juste impossible. Et en fait, j'étais persuadé que ce qu'il fallait faire, mais en fait, on s'est aperçu que personne ne voulait utiliser ça et que c'était beaucoup trop compliqué, que ça mettait beaucoup plus de temps que de cliquer. Et du coup, il y avait aucun intérêt sur certaines fonctionnalités d'avoir ce chatbot conversationnel, quoi. Et en fait, c'est grâce à ces tests-là qu'on a fait qu'on s'est aperçu de ça. Et du coup, on a bazardé la partie conversationnelle. On a gardé l'assistant personnel des freelances avec une présence toujours sur l'interface qui va te pusher de l'information quand on a besoin. Mais c'est toi qui le sollicites et tu vas pas le solliciter pour faire des actions, c'est plus pour de l'information, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on a D'accord. changé. Donc maintenant, as une action, un clic, une réponse, et c'est beaucoup plus fluide que si c'était une conversation. Mais heureusement, parce que sinon, je pense qu'on se serait totalement planté, quoi. D'accord. Et donc c'est avec vos retours utilisateurs finalement que vous avez bifurqué sur la nouvelle version Exactement. avec C'est interface. c'est vraiment grâce à Alan Cohen, qui est le psychologue ergonome qui s'occupe de la recherche encore aujourd'hui chez Freebie. Mais c'était grâce à lui qu'on a fait tous ces tests et qu'on a pu vraiment formaliser ça, parce que en fait, quand tu fais des tests, ce qui est un peu biaisé pour la plupart des gens, c'est que c'est les fondateurs eux-mêmes qui font les tests. Et du coup, un utilisateur, quand il parle au fondateur, jamais il va dire ce qu'il en pense réellement. Il y a toujours cette part de c'est lui qui l'a créé, donc je suis pas sincère. Et d'avoir quelqu'un totalement extérieur au produit, ça permettait d'avoir des résultats qui étaient totalement neutres, enfin qui étaient vraiment leur ressenti, quoi. Et c'était important pour moi de donner cette mission à un autre freelance. Ok. Ouais. C'est intéressant que tu parles de ça justement. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle The Mom Test. Je sais pas si tu en as entendu parler. L'idée, c'est de dire que de la même façon que quand tu demandes à ta mère si le projet que tu fais il est bien et qu'elle va te dire ouais, c'est génial, bravo. Et bien en fait, quand tu interviews des gens et que donc ils savent que c'est toi qui l'as fait, ils vont avoir cet effet que tu dis qui est un peu de déformer la réalité pour la faire voir mieux que ce qu'elle est. Et du coup, toute l'idée de ce livre, c'est de savoir poser des questions qui empêchent l'autre de se mettre dans cette bulle-là de réalité et donc d'avoir des vrais inputs pour pouvoir voir si ton produit c'est de la merde ou pas et comment Bah c'est ça, l'améliorer. puis même en fait, Donc, ce qui est intéressant de passer par un prestataire dont c'est le métier, c'est que lui c'est un chercheur, ça veut dire qu'en fait il a lu des milliers de livres sur des chercheurs, et donc il a vraiment ces méthodes-là dans la tête, et du coup il va jamais poser une question biaisée où la personne ne pourra pas répondre parce que il l'a amené dans une situation ouais. trop délicate, et on le remarque bien aujourd'hui, il y a des questionnaires de partout, des choses de tout, et parfois il y a des questions qui sont incohérentes dans les réponses qu'on veut donner, et qui n'apportent pas en fait ce dont on veut savoir. Et c'est pour ça selon moi, il faut vraiment quelqu'un dont c'est le métier pour pouvoir avoir vraiment un guide d'entretien qui soit cohérent et qui t'amène vraiment les réponses que tu veux avoir. Et du coup, tu l'as trouvé comment ce Bah freelance? ça c'était parce que c'est un ami et c'est un ami qui se lançait en freelance dans ce domaine-là, et du coup il a avancé avec nous, mais c'était parce que c'était quelqu'un de mon cercle d'amis, ouais. D'accord, intéressant. Et le développeur, pareil, tu l'as trouvé parce que c'était quelqu'un que tu connaissais ou Alors, comment on t'as avait fait? déjà bossé ensemble, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est rencontrés à une soirée. Genre, on était un apéro à 4-5, et on se connaissait pas. Et il était développeur, et à l'époque, je sais pas si tu te souviens de Meteor.js, c'était une techno qui marche toujours un peu, Ouais, mais qui a pas énormément cartonné. Et moi j'étais à fond dessus, et lui il était à fond dessus, et bref on avait parlé pendant 1 heure, on ne s'est pas lâché de la soirée, et on avait parlé plein de trucs, mais il y avait vraiment un fit dès le premier jour, et au final je l'ai fait bosser sur un ou deux projets que j'avais en free, et ça s'était super bien passé, et du coup je suis allé le voir directement quand je cherchais un développeur, parce que je voulais vraiment que ça soit lui, quoi. ok, ouais. Oui, je pense que c'est une dynamique qui revient souvent, mais on fait naturellement plus facilement confiance à des gens qu'on a déjà rencontrés, même si ça va peut-être pas, in fine, être les meilleures personnes avec qui tu aurais pu bosser, mais c'est vraiment un réflexe qu'on a de venir chercher. En tout cas, je sais que quand j'ai essayé de construire des équipes de développeurs, c'est toujours ce que j'ai fait. Je suis jamais passé par un prestataire externe ou un site.
je sais pas, c'est très difficile pour moi de faire avec directement des inconnus, alors que dans ton cercle, probablement, il y a des gens que tu connais qui peuvent remplir ce taf et avec qui tu as un lien un petit peu et qui te permet de partir de ça, quoi, pour commencer à avoir une vraie Bah, relation c'est de ça, et puis travail, surtout quoi. que à la base, moi j'étais quand même parti chercher un associé, quoi, et s'associer, c'est se marier, et du coup, tu peux pas non plus partir avec n'importe qui. Et puis, pour confier, voilà, le développement d'un produit aussi ambitieux, il fallait vraiment que je sois sûr de la personne, quoi. Et non, j'étais pas sûr à 100% parce qu'on avait bossé que sur quelques projets, mais tous les échanges qu'on avait eus et le fit humain aussi qui était hyper important pour moi, il était présent, et aujourd'hui, c'est un super bon pari puisqu'il est associé avec moi sur la structure, et il est toujours CTO de la boîte, et c'est aussi son bébé Freebie. Mm. Donc, je suis très content. Ouais. Oui, ça a plutôt bien marché, quoi. Euh, ok. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai perdu ta caméra, je te vois plus. Moi, je me Il y vois. a un petit. En fait, ça m'a dit qu'il y avait un problème de connexion, que du coup, t'étais plus. Ouais, ouais. T'as une bonne connexion par là où Ouais, t'es? moi, je te Ok, c'est vois, j'ai peut-être pas de. moi. Laisse-moi faire un. Ouais, ouais, laisse-moi faire un test. Je vais sur fast.com. Euh, Non, il semble. C'est pas ouf, ouf, mais ça va. Étonnant. Ok. Ah, ça y est, t'es revenu. Ok, c'était une petite phase de down. Donc, on va pouvoir reprendre. Je vais faire un clap pour Antonin, peut-être qu'il trouvera mieux. Parce que des fois, on a il loupe des moments où Ouais. on a eu une pause comme ça. Donc, je vais faire un petit. Voilà, peut-être qu'il le verra. Du coup, tac, tac, tac. Comment t'as lancé ton projet? C'est bon. Est-ce que c'est le premier projet Freebie que tu lances ou tu as déjà lancé d'autres projets avant? Tu avais un peu Des projets d'expérience tech? pour lancer des projets ou pas du tout? Bah Ouais, écoute, tech ou en entrepreneuriat, on va 2014, dire j'ai plutôt. lancé un collectif artistique qui s'appelle Underco. Et en fait, on sort des albums, c'est un collectif pluriartistique où on a des artistes graphiques et des musiciens. Et du coup, on fait pas mal de musique électronique. Et moi, je Ok. m'occupais de toute la direction artistique, donc toute la partie logo et toute la partie vraiment DA. Et je fais pas mal de mapping aussi pour des soirées, pour des visuels. Et du coup, c'était un projet qui était top puisque c'était une association. Le but, c'était vraiment de faire des événements, de sortir des albums et de sortir des projets graphiques. Donc, c'est un projet qui est toujours présent, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins actif, on va dire, parce que c'est vrai que Actif. c'était un projet qu'on a monté il y a 5 ans, 6 ans maintenant, et que voilà, c'est pas un projet dans lequel on vit, mais plus un projet pour le plaisir. Et forcément, il y a des priorités parfois, quoi. Oui, normal. Normal. Puis surtout quand tu fais de Tout à l'entrepreneuriat, en fait. général, ça prend beaucoup d'espace. Ok. Et Et projet après, tech, ouais, un c'était le projet premier, technique, c'est premier lequel? projet que j'ai sorti Freebie. Après, j'ai bossé sur plein de trucs en free, mais le mien, ouais, c'était premier projet tech. Ok. Et du coup, pour sortir ton premier projet et te sentir confiant pour le lancer, qu'est-ce que tu as t'as mis, on va dire, dans ton entourage, tu sais, c'est un peu qu'est-ce qui a permis de construire ta vision entrepreneuriale? Si tu as un petit peu des tips, des choses un petit peu comme ça, peut-être une chaîne YouTube, Euh, des éléments. Moi, c'était vraiment le fait que j'avais envie de monter une boîte depuis longtemps. Et depuis petit, j'ai ce côté où, bah, tu vois, j'ai jamais été salarié, j'ai tout de suite été en free. J'avais vraiment besoin d'avoir ce côté indépendant dans ma vie. Après, ça vient peut-être de mon père parce qu'il était indépendant dans le bâtiment et qu'il avait ses bureaux dans ma maison, que j'ai toujours baigné en fait dans ce secteur d'indépendant. Mais Ouais. mais c'était vraiment j'avais depuis longtemps envie de monter un projet, et au final, j'ai vu Freebie, j'ai vu qu'il y avait rien qui s'adressait pour les freelances comme je voulais le faire. C'était le bon moment, c'était en 2016, donc il y avait vraiment pas du tout de produits comme ça, et le freelancing c'était vraiment pas du tout aussi répandu qu'aujourd'hui. Et je me suis dit que voilà, que c'était le bon moment, et qu'il fallait que je lance ça. Mais c'est vrai que j'ai avancé au fur et à mesure, et j'ai un peu foncé, on va dire, et je me suis pas posé trop de questions sur tout ça.
j'ai foncé en fait avec l'idée et j'ai après vécu bah voilà pas mal de choses avec ça, mais pas mal de rencontres et d'obstacles et de tout, mais c'est vrai que j'ai plutôt foncé plutôt que attendu avant de lancer quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, parle-moi un peu des obstacles que tu as eu dans Freebie. Est-ce qu'il y a des choses dans les choix que tu as fait qui ont été difficiles, que tu as dû revenir en Bah, arrière écoute, peut-être le choix le plus compliqué, c'est de lancer un projet sans argent, parce que j'avais pas de chômage, j'avais pas tout ça. Et c'est vrai que c'était le plus compliqué aujourd'hui pour moi, selon moi, c'était le financement avant d'être rentable, parce que c'est quelque chose que tu ne penses pas au coût que ça va te coûter de monter une boîte quand t'es tout jeune et que tu veux juste sortir un produit que tu penses que ça va durer 6 mois, mais ça en prend 12. Et donc c'est vrai que voilà, Ouais, c'était plus plus le financement, vraiment les obstacles. Et après, le fait d'être solopreneur, c'est très mal vu aujourd'hui pour les institutions, pour les banques, pour les investisseurs, pour plein de choses. Et c'est vrai que ça m'a mis quelques bâtons dans les roues, parce que comme j'avais jamais monté de boîte avant, que j'avais rien à montrer, et ben on me faisait pas forcément confiance déjà de la ouais. sortie du produit et après qu'il y ait vraiment des milliers de personnes qui l'utilisent au quotidien quoi. Et c'est vrai que quand t'as rien à montrer avant, bah on te fait pas confiance et ça c'était assez frustrant on va dire de voir qu'on ne te fait pas confiance parce que t'as rien montré avant quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Et du coup, un petit peu revenons un peu sur le premier point que tu as évoqué, donc le côté financement. T'as mis combien de temps à peu près pour pouvoir en vivre de ce projet à partir du moment où tu as arrêté avec PSA? C'est quoi l'ordre d'idée J'ai mis qui a fait que toi tu puisses en vivre? plus d'un an et demi, parce que en fait j'ai fait le choix de tout réinvestir dans Freebie et de déplacer le temps où je me paierais Ouais, pour que payer des indépendants à bosser avec moi et créer encore plus de valeur que tout seul. Et si tu veux, je préférais vraiment avoir un produit au top du top plutôt que de m'assurer de pouvoir mettre de la sauce sur mes pâtes. Mais c'était vraiment voilà, j'ai repoussé le moment. Euh, et je sais que j'ai pris quelques missions de freelance aussi à côté pour faire rentrer de l'argent parce que j'étais assez bien payé et que ça me permettait toujours de repousser ce moment-là quoi, euh, avant de me concentrer vraiment avant ok. d'être totalement dessus, mais toujours dans l'optique de pouvoir améliorer le produit plutôt que de se payer tout de suite quoi. D'accord. Donc, finalement, quand t'as arrêté à PSA, en fait, tu as continué un peu à faire des missions de freelance, histoire Ouais, tout à fait. En gros, de j'ai eu la chance survivre, on va de dire. rencontrer un super type qui a lancé une boîte dans la supervision musicale, qui est un peu, qui est pas trop connu comme métier, mais qui s'occupe de mettre de la musique sur des films ou sur des films ou sur des pubs, quoi. Et en fait, il avait une super Ouais. idée de projet tech. Et en fait, il m'a dit, bah écoute Antoine, j'ai des bureaux qui se libèrent. Donc, si tu veux, tu peux mettre tes bureaux freebie dedans et tu bosses pour moi 1 ou 2 jours par semaine. Et du coup, en fait, je faisais ça. Je bossais le vendredi et le samedi pour lui et ça m'a permis pendant 6 mois, d'avoir toujours un salaire qui tombait, moindre que 5, 4 jours par semaine, mais d'avoir au moins le strict minimum pour pouvoir tenir et ne pas avoir besoin de me payer pendant bien 6 mois, 6 mois après le lancement. Ouais. Mais c'était hyper important, tu vois, parce que c'était Ok, ouais. Trop cool. soit je fais pas ça et en Bah fait oui. dans 3 mois j'ai besoin de me payer quoi qu'il arrive et du coup c'est galère, soit je fais ça et puis ça peut durer beaucoup plus longtemps dans le temps où j'ai vraiment besoin de me payer et donc de pouvoir payer les gens quoi. Mais je suis assez content d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de tenir dans le temps sans courir avec mon salaire quoi. Ouais, je comprends. C'est une vraie problématique qu'on a tous, hein. On se dit, bah, on fait quoi? On arrête tout, on prend le chômage pendant 2 ans, on fait all-in, ou alors on fait un peu des deux. Je crois vraiment avoir déjà commencé à faire du freelancing, avoir un peu un pool de clients et savoir faire rentrer de l'argent à côté, c'est vraiment pas mal quand tu veux te lancer pour faire ton propre projet, parce que tu vas avoir des moyens de faire rentrer de l'argent s'il y a besoin d'un peu, tu sais, être flexible finalement.
Alors que si t'as pas ça et que tu t'arrêtes le salariat pour direct aller faire ton projet, bah, c'est Bah soit c'est tu y ça, et puis arrives, soit tu même meurs, quoi. autre que financièrement, c'est que quand t'as Ça devient beaucoup pas plus été compliqué. freelance avant, enfin en fait, quand tu montes une boîte, il faut que tu sois sur tous les fronts et en freelance, t'as l'occasion de rencontrer à la petite échelle qu'on est entre guillemets, mais ton point de vue juridique, ton point de compta, ton point admin, ton point business, ton point et tout ça en fait c'est à beaucoup plus grande échelle quand tu montes ta boîte, mais quand tu l'as déjà fait en freelance, bah tu sais au moins de quoi tu parles et t'es pas obligé de tout apprendre sur tous les domaines quoi. Et ça, c'est hyper important. Si j'avais pas fait ces Ouais, 6 années d'années de freelancing avant, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de mal qu'aujourd'hui. ok, c'est intéressant ça. J'avais jamais pensé ça comme ça, mais c'est vrai que j'ai fait la même chose et Bah franchement, oui, ça m'a grave aidé aussi, hein. C'est un ah bah truc que c'est je devrais clair. recommander plus souvent. Bah c'est Faites ça, du et puis ça freelance permet de avant de vous tester lancer. aussi la rigidité de notre personne, tu vois, parce que si si au moindre coup dur, ou si le juridique, ça c'est impossible pour toi, si l'admin c'est impossible pour toi, bah après, monter une boîte avec de l'admin ou des choses comme ça devient, c'est les montagnes russes que tu peux pas forcément être certain d'acquiescer quoi. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir ça derrière Ouais, ces c'est années de ça. freelancing quoi. C'est drôle parce que tu viens de me faire penser justement au fait que est-ce que tu as déjà fait de l'admin, du juridique et tout ça, et est-ce que tu es capable de le faire? Et c'est un truc qui revient souvent dans le Discord où il y a des makers comme nous, qui s'appelle Le Chantier, qui est dispo sur le site Mhm. du podcast, un petit logo Discord. Et c'est une question qui revient souvent en fait sur l'admin où il y a plein de gens dans le chantier qui se retrouvent à ben, des fois, tu as mal coché la bonne case et tu te retrouves à devoir payer, à avancer des frais de ouf que l'État te dit ben, on te le remboursera l'an prochain, c'est pas grave. Sauf que genre, t'as pas 15 000 euros d'un coup C'est parce clair. qu'il y a une erreur d'une case cochée, quoi. Et, et c'est vrai que moi, je vois ça maintenant que je suis entrepreneur et je sais que ça arrive, je sais que tu as des trucs improbables comme ça et ça, c'est pas grave. On va trouver des solutions, tu vois, mais et pour les gens qui n'ont jamais été entrepreneurs ou qui n'ont pas fait de freelance, bah, tu te rends pas compte à quel point c'est stressant pour eux. Et c'est vrai que c'est un truc où C'est si t'es pas préparé, c'est ça va être clair. Bah, dur. Ça va c'est être les très très montagnes dur. russes quand tu montes une boîte et il faut être préparé à ça au minimum avant quoi. Ouais. Mais spécialement en France en plus, parce que du coup, moi, j'ai eu une boîte en France et maintenant Ah j'ai ouais. une boîte en Estonie où c'est 1000 fois plus simple. C'est vraiment genre tu vois, il y a plein de gens qui me disent t'es là-bas parce que c'est un paradis fiscal. Ouais. Rien à voir, c'est en Europe, pas de paradis fiscal, les gars, en Europe. Mais par contre, un paradis administratif, ça oui. Ça, Ah une, d'accord. une heure d'admin par an, Effectivement. à peu près. 2 heures. C'est tellement fou. Et je vois maintenant, tu vois, j'ai été obligé de recréer une boîte en France. Et effectivement, rien que faire les petites tâches du début, déjà, ça a été un. Bah ouais. Il n'y a rien qu'à marcher. Non, mais, Comme d'hab. et surtout qu'on te dit, Comme d'hab. faut Et monter ouais, une boîte, ok, ça faut prend des ça. statuts. D'accord. Et donc tu te dis ok, et donc je fais comment? Et bah tu vas avoir un avocat et boum, ça te coûte X euros pour aller faire déjà tes premières démarches pour créer cette boîte, quoi. C'est quand même complètement fou, quoi. Bah, après, maintenant, il y a un peu des trucs sympas, genre Shine. Euh, Il y en a d'autres, mais je citerai que Shine, puisque c'est avec ça que j'ai recréé ma boîte en France. Et, et c'est plutôt cool. Ça m'a fait un peu penser au système estonien. Tu rentres tes informations, tu dis je veux m'inscrire, il te dit le prix, tu appuies sur valider. Et à partir de là, il te manque plein de papiers, mais ils te disent tout. À chaque fois, ils te disent il manque ça, il manque ça. Et c'est assez simple. Tu vois, t'as pas eu besoin d'aller voir un avocat, Tout à fait. etc. C'est eux qui font toutes les démarches derrière. Donc ça, c'est ce qui n'existait pas il y a 4 ou 5 ans, qui était vraiment bien chiant à Ouais. faire, maintenant est devenu bien plus simple. Mais il y a quand même des trucs tous les jours à gérer qui Bah sont ouais. horribles, vous inquiétez pas. C'est clair. Ok. Du coup, on a un peu parlé de tout ce qui était sur ton projet. Je pense que tu pourrais un peu définir plus précisément c'est quoi
le cœur de métier de Freebie, en fait, qu'est-ce qui fait que ça a Ouais. énormément de valeur pour les Et gens du qui coup, Freebie, l'utilisent? c'est vraiment un outil de gestion intelligent à destination des freelances. Et notre particularité déjà, c'est qu'on ne s'adresse qu'aux freelances. Et c'est pas aux freelances d'aller s'approprier un outil pour PME ou grand groupe, mais c'est vraiment, on a pensé le produit pour freelance. Ouais, Et ensuite, on a vraiment automatisé et rendu intelligent cette gestion, c'est-à-dire qu'on a connecté toutes les datas qui étaient connectables ensemble, mais qui ne l'étaient pas auparavant. Et si tu veux, avant, bah, quand j'étais en free, bah, je faisais mes factures sur InDesign, j'avais mon time tracking sur Excel, j'avais mes paiements que je notais à la main sur Excel, donc je les prenais de mon compte en banque et je les mettais à la main. Et en fait, ça me saoulait d'avoir toute cette data et toutes ces actions à faire pour avoir au final un mois de retard sur ta compta, parce que tu le faisais jamais au jour le jour. ouais, Et en fait, les outils que j'ai testés à l'époque, c'était des outils qui étaient des Excel dans un SaaS avec une couche de design. Mais tu mettais autant de temps en fait de rentrer tes données dans l'outil que sur ton Excel. C'était juste plus joli, mais il n'y avait pas d'intelligence et pas d'automatisation, à part des graphiques qui étaient déjà préfaits, quoi. Mais il n'y avait pas ça, et je me suis dit, ok, comment on fait pour que l'utilisateur il ait rien à faire et que tout arrive chez lui, quoi. Et donc là, j'ai commencé à chercher des solutions pour vraiment automatiser tout le cycle de vie d'une mission, donc du moment où tu ajoutes ton client, donc quand tu le rencontres, au moment où tu vas déclarer ce que tu as gagné avec ce client, quoi. Et je me suis dit, comment on fait pour faire un parcours de A à Z? Et du coup, donc c'était pas ça avant, mais aujourd'hui, Freebie, tu vas pouvoir ajouter ton client dans l'interface. On a connecté les données de l'INSEE dans Freebie, donc ça veut dire que tu donnes juste le nom du client et ça récupère toutes les informations légales de ton client sans que tu aies besoin oh, d'aller génial. déjà lui demander pour passer pour pas pro, et deux, d'aller tout copier sur Google, ça te fait gagner un temps fou. Ensuite, tu vas pouvoir générer un devis. Sur ce devis, tu es sûr d'avoir les bonnes mentions en fonction de ton statut, en fonction du statut du client. Donc tu peux pas supprimer des mentions obligatoires, par exemple. Tu vas pouvoir l'envoyer directement en ligne. Ton client, il va pouvoir valider les prestations qu'il souhaite ou celles qu'il souhaite pas. Tu reçois une notification comme quoi tu peux commencer à travailler. Là, on te propose un outil de time tracking pour traquer le nombre d'heures que tu passes sur tes projets et savoir si tu es vraiment rentable ou pas sur tes missions. Ensuite, tu vas pouvoir transformer ces missions directement en facture. Tu vas pouvoir ajouter un bouton de paiement Stripe, par exemple, sur ta facture pour te faire payer en ligne. Et sinon, tu te fais payer par virement comme habituellement. Et la grosse intelligence qu'on a sur Freebie, c'est qu'on est connecté avec ton compte en banque. Et donc, on récupère chaque mouvement bancaire positif et chaque mouvement bancaire négatif. Et on l'associe au bon client directement. Et donc là, on a créé un petit algo qui va choper le bon client, qui va choper le document, qui va associer les trois ensemble, donc la transaction avec le client et le document, et qui va l'ajouter directement dans ton livre des recettes, qui est le seul document comptable en micro-entrepreneur que tu dois avoir. Et à la fin du mois ou du trimestre, on te dit hello, est-ce que tu veux déclarer? Et tu cliques sur un bouton et ça se connecte à ta place sur l'URSSAF et ça déclare ton chiffre d'affaires sans que tu aies besoin de rien de faire. Et donc vraiment, tu as tout ce cycle-là du début à la fin de ta mission qui est automatisé sur Freebie. Ah oui, ça rigole pas. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Tu sais que genre du coup j'étais freelance il y a quelques années et j'ai galéré comme un ouf Exactement. avec tout ce cycle en fait finalement où j'ai mal compté le temps, j'ai mal facturé, j'ai pas mis les mentions obligatoires. Enfin, toutes les conneries que tu as dit là qui sont faites automatiquement finalement, je les ai toutes faites. Bah, c'est exactement ça. J'aurais aimé avoir On, ton produit il y ben, a 5 on ans. le dit souvent, on dit souvent ça, mais et en fait, pour revenir aussi à ta question de pourquoi c'est différent, c'est que en fait, on est tous des freelances qui ont créé l'outil pour des freelances, et donc du coup, on utilise notre outil au quotidien, et on a tous un compte Freebie, et donc on l'utilise tous les jours, tu vois. Et donc moi, évidemment, beaucoup moins maintenant, mais tous les gens qui bossent Ouais. avec moi sur Freebie ont un compte Freebie, et que ça soit au business, au design, au juridique ou autre, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et tout le monde va dire bah ça j'ai pas compris, ça je comprends pas, pour mon métier il faudrait ça. Et du coup ça amène aussi cette création collective depuis le début avec les gens qui bossent sur le produit, et je pense que ça change tout. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vraiment repensé l'expérience utilisateur vraiment d'une page blanche, et on a enlevé tous les points de friction, on a enlevé tous les clics inutiles, et on a essayé vraiment de faciliter depuis une interface moderne avec un design épuré, et qui parle vraiment aux freelances. Typiquement, on les tutoie depuis la homepage de Freebie, et il n'y a pas de vouvoiement, il y a pas de, Ouais. enfin, on a vraiment essayé de repenser le SaaS au global, et surtout le SaaS de gestion, qui est souvent codé par des développeurs comptables et pas par des designers empathiques, quoi. Ouais. Mais clairement, la vision des logiciels comptables, c'est très
genre un comptable qui s'est dit tiens, je vais faire un logiciel, il a demandé à des développeurs, du coup Tout à fait. c'est fonctionnel, oui, mais par contre, il y a pas d'émotion, emotional design, C'est hyper design, loin c'est très loin. et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils viennent chez nous. C'est qu'aujourd'hui on a des utilisateurs qui ont 18 ans, on a des gens qui ont 60 ans et on n'a pas de FAQ sur Freebie, si tu veux. Il n'y a pas d'explication. Tout est le plus intuitif possible pour que n'importe qui puisse l'utiliser sans se poser de questions. C'est rigolo que tu parles de ça. C'est un truc que je me suis battu dans la première boîte où j'ai bossé à U2U. Moi, à chaque fois, ils voulaient faire des putains de. Pas des écrans d'onboarding, mais tu sais, ça Ouais, souligne un endroit et ça dit alors ça sert à ça, je ça déteste. sert à ça. Je déteste ça quand il y a de ça dans un logiciel. Je me dis, mais pourquoi? Ton logiciel, il est bien fait normalement. On ne doit pas. L'iPhone, il n'y a pas de tuto. Hein. C'est Il clair. n'y a jamais eu de tuto et ça marche. De temps en temps, il y a un truc qui te dit il y a une nouvelle feature ou quoi. Logique, mais genre un truc qui te C'est montre horrible. point and click, ah horrible. Donc ouais, non, je suis convaincu par ce que tu dis. Faire un bon design, il n'y a pas besoin de FAQ, il n'y a pas besoin de onboarding, il n'y a pas besoin de présentation de tour, Par contre, product ça, je suis tour, pas ouais, c'est ça. d'accord, parce que par le product tour, après c'est assez différent, mais aujourd'hui j'en fais toujours et c'est moi qui l'ai fait et j'onboard des gens tous les 15 Ouais. jours en webinar. Mais en fait, ça correspond pas mal avec ce qu'on veut faire avec Freebie. Ouais, Ouais, mais ça c'est cool. mais c'est pas oui, C'est pas un truc qui t'empêche d'utiliser exactement, le non, logiciel pardon. dès le Oui, oui. début. Tu t'es pas obligé de Ça passer passe par par une démo, l'expérience. c'est ça que tu C'est toi disais, qui ouais. T'es pas obligé de présentes, ouais. passer par une démo pour utiliser Freebie, ouais, effectivement. Mais là, je suis Ok. d'accord avec ça. Mais c'est vrai que ce webinar, c'est un truc que j'ai mis en place et que je le fais toujours. Et c'est du live, c'est pas automatisé, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de rencontrer les gens qui viennent sur Freebie et qu'on puisse échanger dès le départ et qu'ils comprennent en fait toutes les valeurs qu'on met dans Freebie et que ils remarquent qu'on n'est pas un énième SaaS de facturation comme on peut trouver, mais qu'il y a vraiment autre chose derrière, quoi. Et du coup, c'est pour moi, c'est important d'avoir les questions qu'ils posent. En fait, ça m'a énormément servi aussi ces webinaires de savoir comment améliorer l'outil. Parce que si les gens ont des questions, c'est qu'il y a des choses qui sont pas claires. Et donc du coup, toutes ces questions, je les ai analysées. Et du coup, maintenant, on en a presque pratiquement plus ces questions qu'on avait au début, puisqu'on a tout mis en place dans Freebie pour qu'il n'ait plus ces questions ou qu'il y ait des indications qui leur expliquent comment c'est fait dès le départ pour éviter tout ça. Donc c'était vraiment un point important pour nous de faire ces démos en live. Ah oui, non, mais ça, pour le coup, tu prêches un convaincu. Je pense qu'aller voir tes utilisateurs et passer du temps avec eux, donc tu as plein de manières de le faire. Tu fais des interviews utilisateurs ou alors tu fais des webinars. Il y a plusieurs façons de faire, mais dans tous les cas, quand tu vas au contact, c'est là où tu as les vrais pains des gens et du coup, tu te rends compte que le mec, il Ouais, essaie d'utiliser, il n'a rien compris à ce que tu as fait parce que tu as fait un design super magnifique, super moderne, mais qui ressemble à rien à ce qu'il a ça déjà c'est clair. utilisé, donc du coup, ça ne marche pas. Et tu prends le feedback et puis tu dis ok, on revient en arrière, on fait plus simple, plus conventionnel, on va dire, mais avec bien sûr ta petite touche, mais il y a plein d'évolutions à faire comme ça, et c'est que comme ça, en ayant le contact des gens, que tu t'en rends compte, quoi. Et tout automatisé, Bah ouais. ça marche pas toujours, quoi. L'automatisation, c'est bien, mais pas pour les trucs où tu as des humains en Bah face ouais, et que puis tu perds eux l'authenticité automatiseront pas, quoi. de ce que c'est vraiment derrière le produit, donc il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Ok. Du coup, on va un petit peu passer à ma partie 2 des questions, donc ce qui est un peu le futur de Freebie. Donc j'aimerais en premier lieu savoir c'est quoi l'objectif avec Freebie, où c'est que tu veux l'amener? C'est quoi la Bah vision? écoute, déjà, pour l'instant, on est disponible que pour les micro-entrepreneurs et c'était une volonté pour moi d'ouvrir par statut et pas de faire justement comme tous les SaaS et d'ouvrir à tout le monde d'un coup. Parce que si tu veux, la micro-entreprise, on a automatisé aujourd'hui 95 à 98% des règles admin de la micro-entreprise dans Freebie. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment développer par statut pour être le plus qualitatif possible. Et donc, on a mis du temps avant de développer les autres versions. Mais là, déjà, l'année prochaine, on va sortir une version pour tous les types de structures individuelles, donc pour pouvoir vraiment
avoir tous les freelances, donc tous les statuts confondus, qui peuvent utiliser Freebie. Et ça, c'est vraiment une volonté, parce qu'aujourd'hui, on perd des freelances quand ils passent en société, par exemple. Et donc, du coup, il y a le gap ils commencent avec Freebie, ça fait 3 ans, ils sont trop contents. Et en fait, ils doivent partir parce qu'on peut pas les accompagner. Et ils nous envoient des messages, les gars, quand est-ce que vous sortez la version? Parce que là, je vais devoir partir de Freebie et je suis dégoûté, tu vois. Et donc, c'est trop marrant, tu vois, parce qu'ils veulent vraiment garder Freebie pour leur société. Et nous, on peut pas les accompagner pour l'instant, donc c'est vraiment un gros pain pour nous, parce qu'on en voit partir qui partent par dépit, quoi. Et donc c'est encore pire. Donc déjà, ça va être d'intégrer tous les types de structures dans Freebie, et ensuite on va se concentrer aussi sur les clients des freelances pour les intégrer dans Freebie et qu'il y ait des fonctionnalités beaucoup plus fluides entre les clients et les freelances, et devenir vraiment la plateforme de référence quand tu veux bosser en freelance, quoi. D'accord. Ah oui, c'est vrai, là tu fais que les statuts micro-entreprises, du coup il y a plein de... C'est aussi un truc qui revient souvent sur le Discord, c'est Ouais, comment je fais pour pas dépasser le plafond, euh, parce que personne ne ouais, veut aller au statut au-dessus, qui est tout à d'un fait. coup bien plus complexe à gérer, alors que Ouais. tu es toujours tout seul. Enfin, c'est un peu... je comprends pas d'ailleurs pourquoi on a ces plafonds-là, parce que c'est comme si... Enfin, les statuts d'au-dessus, en général, ils sont faits pour des entreprises, des mecs qui veulent créer une boîte avec plusieurs employés, etc. Mais si tu veux rester tout seul, ça devient pas inadapté, quoi, ces statuts, alors que tu pourrais avoir une règle qui dit, bon, mais tu vas payer plus d'impôts, mais Bah tu gardes le même statut, quoi. Après, il y a quand même des Et, solutions, mais par exemple, quand tu es en entreprise individuelle, c'est ça relativement proche de l'auto-entreprise, avec quelques petites complexités en plus. ouais, Mais c'est vrai que quand tu passes en société, ça devient direct un peu plus compliqué à gérer. Mais après, c'est aussi plus flexible, tu peux faire de la sous-traitance, il y a pas mal de choses que tu peux faire aussi que tu peux pas faire en micro-entreprise. Et du coup, mais par contre, il y a vraiment ce gap parce que aujourd'hui, la micro-entreprise, c'est 72 600 euros de chiffre d'affaires maximum, hors taxe, bien sûr. ouais. Mais donc, du coup, il y a vraiment ce gap si t'es pas à 130, 120, si tu veux pas faire 130, 120, entre les deux, t'es un peu t'es un peu, entre guillemets, coincé, ou c'est pas avantageux de faire 80 000 euros en société, tu vois, parce que tu vas avoir plein de charges, etc., tu vois. Et donc, faut vraiment être certain de faire son CA dessus pour pouvoir passer en société. Et par contre, je voulais préciser un truc, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de ça. En micro-entreprise, donc auto-entreprise, tu dois dépasser 2 fois consécutives le CA, le plafond de CA, pour devoir changer de structure. Donc ça veut dire que tu peux très Ouais. bien faire 60 un an, 90 la deuxième année, re-60 celle d'après, et du coup jongler, parce que t'as pas passé 2 fois consécutives les plafonds de 72 500 euros, 600 euros. Et donc ça, c'est un truc qui est assez ignoré. On a pas mal de questions comme ça. Et donc, on a plein de gens qui jonglent, qui s'arrêtent à 70, qui dépassent un peu, puis qui reviennent à 70 pour garder en fait ce statut qui est aussi simplifié que la micro-entreprise, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, Tu joues à un 2-3 soleil avec l'État, ouais, quoi. Hop, mais c'est petite ça. mission. Mais cette loi, Ouais, elle date c'est d'il tout y a récent. pas trop longtemps, il me semble. C'est En fait, 3-4 c'est tout récent, ouais. ans, C'est tout quelque chose comme récent, ça. et, Peut-être un peu moins. et en fait, il y a eu pas mal de choses aussi par rapport à l'autre entreprise. C'est qu'il y a encore 2 ans, c'était en 2018 qu'ils ont doublé les plafonds, mais avant, on pouvait gagner que 35 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'était relativement Mm. serré. Et maintenant, ils ont doublé les plafonds. On peut pas facturer de la TVA, on peut récupérer sur nos achats, donc on paye tous nos achats hors taxes. Donc, il y a quand même des évolutions par rapport à ça qui sont intéressantes. Et puis aujourd'hui, 70 000 euros, faut les rentrer tout seul quand même. Oui, oui, c'est d'un coup beaucoup plus souple qu'avant, quoi. Parce que moi, quand je l'ai fait, Ouais, c'était à l'époque où on pouvait pas, la TVA, on pouvait pas la toucher, et ouais. c'était 32 000 euros le plafond. Donc ça, ce qui est plus rapide à atteindre, puisque finalement, en fait, c'est un truc que les gens qui ont toujours été employés se rendent pas compte, c'est que 32 000 euros en Mm. salaire, ça peut faire pas mal. Mais quand tu es en micro-entreprise, en fait, c'est pas du tout pareil, parce que C'est tu as plein clair. de choses à payer en plus de ton... Alors quand tu es en micro-entrepreneur, ça va, encore, t'as pas beaucoup de choses à payer, t'es pas à l'obligation Mais d'avoir ça un dépend des comptable, métiers, etc. hein. Parce que il y a Mais pas ça mal de va quand métiers même où vite. tu as pas mal de charges, Ouais, et au final, des charges qui sont non négligeables. Mais par contre, de toute façon, il y a souvent j'avais fait une conf là-dessus d'ailleurs, mais quand tu es en freelance,
sur l'année, les 220 jours qu'un salarié peut faire se transforment en 130, 150 qu'un indépendant travaille réellement, puisqu'il y a toute l'admin, le commercial et toutes les charges aussi. Donc, La exactement. recherche Et de donc, on part sur missions, ouais. 130 jours, entre 130 et 150 jours réellement travaillés dans l'année. Et, et donc, il faut vraiment prendre ça en compte que quand on se vend à 400 euros jour, on a à peine 250 dans la poche, quoi. Donc, il faut bien prendre ça en compte, quoi. Oui, c'est ça. C'est un vrai biais. Je pense on devrait pousser un peu. C'est un peu des trucs que j'ai dans la tête, mais tu sais, quand tu es au lycée, etc., c'est quelque chose vraiment qu'on devrait pousser aux gens. Parce que je trouve que ça donne une valeur différente de l'argent une fois que tu as fait du freelancing, que tu vois qu'il y a plein de charges. Enfin, moi, me trouve bien moins critique sur. Tu sais, c'est une idée commune qui dit oui, les patrons, ils prennent de l'argent sur leurs employés, machin. Et en fait, quand tu te rends compte et que quand tu es ton propre patron et que tu vois l'argent qui s'en va tellement rapidement, et mais qui finalement reste pas parce que bah, tu as plein de choses à payer, tu as une vraie relativité qui se met en place de bah ouais, ok, peut-être qu'il y a des patrons qui gagnent bien leur vie, mais pas tous, il y en a plein qui galèrent aussi. Et tu vois, c'est un peu la relativité, c'est comme le fait de aller à l'étranger quand tu es jeune et de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays. Je pense que tu relativises vachement de ce qui se passe dans le tien. Et c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse vivre à Bah, tous c'est les clair, gens putain. On se rend qui pas sortent du compte lycée, que quoi. 80% de charges pour se payer un salaire, c'est un peu beaucoup, quoi. Ouais. Bah, tu te rends vraiment compte de à quel point notre système il est protecteur, parce Mm. que c'est dans le but de protéger tout le monde qu'on fait ça. Et du coup, tu te rends un peu compte du coût que ça a et que Ouais, c'est pas aussi c'est simple que clair. ça en a l'air, quoi. Mais à un moment donné, j'ai suivi un groupe de personnes qui essayaient de faire valoir le fait qu'en tant qu'employé, soit on abstrait entièrement toutes les charges payées. Donc, tu sais, parce que quand tu payes un employé, tu as la moitié qui sont en charge patronale et la moitié qui sont en charge pour Ouais. l'employé. Et du coup, c'est un peu une boîte noire de qu'est-ce que lui va toucher par rapport à combien toi tu le payes. Enfin, genre quand tu promets à quelqu'un un SMIC, en fait, tu vas le payer presque au double Mm. de ce que lui reçoit. C'est Même 40%. au double, je pense. Enfin, pour le Dans tous les cas, SMIC, c'est ça doit être 40% moins, mais de son ouais, salaire en plus, ça quoi. doit être moins, mais ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais dans un groupe de personnes qui essayaient de faire une pétition pour que soit ça soit totalement Mm. explicite, soit ça soit totalement du côté patron, mais qu'il n'y ait plus de biais, en fait, et que soit tu la vraie information, Mm. ce qui, moi, j'étais plus pour ce parti-là, que tu plus de charges patronales et que tout soit porté aux yeux des employés, quoi, et comme ça qu'ils puissent voir tout l'argent qui est reversé à différents groupes de Je suis l'État totalement pour d'accord, mais c'est vrai qu'il y a, soutenir il y le a, système. il y a un gros problème aujourd'hui parce que quelqu'un que tu veux payer 50, ça t'en coûte 80, quoi. Enfin, et lui ne touche que 50, tu vois. Et pour une start-up, enfin, Ouais. sortir 80 000 euros pour quelqu'un à 50 000, c'est quand même complètement fou, quoi. Et du coup, ça, on se rend pas compte quand on est salarié du coup que ça a à l'employeur et quand on veut se faire recruter aussi, quoi, parce que c'est complètement dément parfois de voir des salaires. Mm. Et c'est rigolo, tu viens de me faire me rendre compte d'un truc, c'est que souvent on dit ouais, mais on est mieux payé dans tel pays, machin. Et du coup, nous, on est un des pays où il y a le meilleur système Ouais. social, on va dire, bien qu'il soit perfectible, hein. Et du coup, si tu vas aux États-Unis, par exemple, le Ouais. salaire moyen d'un développeur, ça va être 80 000 euros. Et en France, ça va être autour de 45, 50. Alors, On va dire 3 ans d'expérience, quoi. Et en fait, ben, c'est exactement les chiffres que tu donnes, tu vois. Un système pas du tout protecteur, ben, tu as tout l'argent pour toi, et puis démerde-toi. Et, tu, et ce qui fait que plein de gens aux États-Unis se retrouvent dans la merde, parce que ben, l'argent, au lieu de le mettre de côté, ils le dépensent, alors que là, ouais. l'État le fait un peu pour toi. C'est un peu ta maman. Ce qui est un peu dommage des fois, parce que si tu as envie de l'investir temporairement, tu peux pas. Mais en attendant, ça fait qu'on a quand même une Bah belle ouais, non, c'est protection clair. en cas d'échec, quoi, pour certains trucs. Ok, on a pas mal dérivé sur, sur des trucs.
très, très en dehors du business, mais je pense que c'était important d'en parler. J'aimerais savoir un petit peu comment tu arrives à faire évoluer Freebie. Par exemple, demain, tu as une super idée géniale pour une nouvelle feature. Comment tu testes ça avec ton audience actuelle pour être sûr que tu Yes. vas pas te planter? Bah C'est écoute, ce quoi qui un est petit cool peu avec ton, Freebie, ton c'est qu'on est une process? petite équipe et du coup, on a tout développé en interne et qu'on dépend pas d'une agence, qu'on dépend pas de choses comme ça pour pouvoir améliorer le concept. Et je pense une des forces aussi, c'est que je sois designer et que du coup, j'ai passé des millions d'heures sur le design et que et que du coup, dès qu'il y a un détail qui va pas, on peut le changer rapidement et on peut vraiment beaucoup tester et améliorer en continu. Et ça, je pense que c'est vraiment une force que d'autres boîtes n'ont pas parce qu'ils dépendent de prestataires externes ou d'agences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le process, ça va être, déjà, on regarde le besoin. Si on a, sur Freebie, on a une roadmap collaborative où les gens, ils peuvent voter pour les fonctionnalités qu'ils veulent en premier ou pas. Et du coup, ça remonte les fonctionnalités en haut ou ça descend les fonctionnalités en bas, celles qui veulent moins. Et donc, ça nous permet aussi de savoir ce qu'on veut développer en premier. Mais ça, c'est plus pour les grosses features. Et ensuite, on va vraiment toujours partir en conception, on va designer, on va développer, même si c'est pas en ligne, mais on va le développer. Et après, on va le faire tester. Donc là, on prend Alan, le psychologue ergonome, il va commencer à créer un test, il va interviewer des gens, il va les faire tester, on va prendre les retours. Et grâce à ça, ensuite, on améliore, on regarde ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est acheté, si c'est pas du tout à sortir ou pas. Et ensuite, on le développe et, avec les bonnes. Enfin, vraiment, on le développe pas en mode proto, mais on le développe sur la plateforme. Et quand tout est OK, tout est testé de tous les Ouais. côtés, là, on met en ligne. Donc il y a vraiment ce process toujours d'itération où voilà, on a développé des trucs qu'on n'a jamais sortis parce que les gens n'en voulaient pas quoi. Mais sans avoir ce rendu final en fait où tu cliques vraiment sur l'interface, t'as pas 100% d'infos fiables. Et moi je faisais pas mal de tests sur des proto design, mais en fait tu dis au mec ouais mais attends ça sera pas comme ça en fait sur ton navigateur tu vois. Et donc ça biaise pas mal le truc. Et donc nous, plutôt que Ouais. de perdre du temps à faire tester des choses sur un rendu qui sera pas réel, on préfère prendre du temps à développer la feature parce que dans tous les cas, maintenant, ça fait 3 ans qu'on dev, on a nos process, on a nos choses qui sont en place et on peut lancer une feature très rapidement, quoi. Oh, ça dépend. C'est quoi Ça très dépend de la rapidement, tu feature, mets combien de temps à peu près mais tu vois, en enfin preview? là hier, il y a quelques mois, je veux dire, il y a une fille qui nous a dit que sur sa facture, elle aimerait bien avoir une info en plus. Et bah en fait, dans l'après-midi, c'était en ligne, tu vois. Parce que c'était cohérent, que ça allait Ok, avec ce très qu'elle voulait, rapidement. elle en avait besoin pour un de ses clients, bah en fait on l'a mis en ligne et elle a pu le faire, tu vois. Donc ça va vraiment dépendre de ce que c'est. Et on a on avait un besoin sur le time tracking, on avait un besoin sur le paiement en ligne, on avait un besoin sur tout ça, et c'est des choses qu'on a développées assez rapidement euh, dans Freebie grâce à ça. Et en fait, on a vraiment co-construit l'outil avec nos Ok, utilisateurs depuis le départ. Et donc, du coup, il y a vraiment cette bienveillance des utilisateurs à nous rapporter tout ce qu'ils pensent du produit, quoi. Et on reçoit plein de messages au support. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça, ça machin, ça je comprends pas, ça je veux faire ça, ça je veux faire ça. Et du coup, ça nous aide énormément à prioriser et améliorer l'outil en continu, quoi. Ouais. oui, tu as des vrais feedbacks, hein. Ok. Et une petite question Je où sais je pas d'où repense c'est sur le sorti début, d'ailleurs. la petite notif qui sonne. Ouais, ouais, c'est pas grave. Du coup, ma question, c'était comment tu as fait un petit peu pour convaincre les premières personnes de venir sur le produit? C'est une question que je voulais te Plein de poser tout à l'heure choses. et j'ai pas eu. J'ai énormément utilisé cette version bêta pour communiquer. Euh, et je vais aller voir et j'ai fait énormément de one-to-one où j'ai contacté la terre entière. Hey, je lance un Ok. produit pour les freelances. En tant que designer, ça te dirait pas de me faire un retour sur le produit? Et j'ai beaucoup utilisé cette phase-là pour acquérir déjà nos bêta-testeurs et pour avoir un maximum de retours. Et le fait, en fait, d'être dans une démarche de réel et authentique, de chercher des feedbacks, bah, tu passes beaucoup moins pour quelqu'un qui va juste aller chercher des clients quand il a sorti son produit. Et comme il voit qu'on est vraiment dans cette démarche de co-construction, et ben on passe pas du tout pour un mec qui va vendre son produit
mais plus pour vraiment quelqu'un qui en a besoin d'avoir des retours. Et comme c'était sincère et authentique, les gens ils ont carrément joué le jeu. Et après, on leur a offert pas mal de mois gratuits en fonction de ce qu'ils répondaient à des questionnaires, en fonction aussi des entretiens avec nous. On a mis en place directement un lien de parrainage alors qu'il y avait plein de features qui manquaient, par exemple, mais parce qu'on voulait qu'ils partagent aussi à la terre entière le produit. Donc on a vraiment essayé de faire toute cette technique-là pour arriver à convaincre des gens. Et puis en fait, quand on a lancé le produit, ce que j'avais fait, c'est qu'on a créé une landing page, d'ailleurs avec une baseline qui est plus forcément ce que c'est aujourd'hui, mais qui était pilote ta micro-entreprise par intelligence artificielle. Parce que comme c'était un chatbot, qu'il y avait un peu d'IA, bref, il y avait tout ça qui rentrait en compte. Oui. Et en fait, les gens nous ont toujours tout de suite dit, mais waouh, c'est ça que je veux, quoi. Je veux un outil qui fasse tout ça. Et on avait une belle promesse, on avait une belle landing page. Et en fait, on a lancé un blog directement où on a commencé à écrire des articles pour nourrir l'autorité du SEO et le nom de domaine. Et du coup, on a écrit énormément d'articles sur le freelancing et on balançait les articles à droite et à gauche partout. Et ce qui nous a fait vraiment connaître et ça nous a crédibilisé par rapport au contenu qui était à l'intérieur et ça nous a fait connaître parce que les gens après allaient s'inscrire sur le produit parce qu'ils trouvaient ça cool. Et là, on avait un questionnaire gigantesque quand les gens s'inscrivaient. Mais c'était ultra volontaire, c'était parce qu'on voulait vraiment avoir des bêta-testeurs qui aient vraiment envie de participer à l'aventure. Et donc du coup, on demandait l'âge, on demandait on demandait le métier, on demandait le chiffre d'affaires, on demandait des trucs, que je ne rendrai jamais aujourd'hui, mais qui étaient vraiment parce qu'on voulait que si le mec il ait terminé ce questionnaire, c'est vraiment un gars qui voulait utiliser le produit et qui voulait nous faire des retours. Et donc on a joué là-dessus et du coup on a vraiment diffusé pas mal notre version bêta, quoi, grâce à ça. Ok. Intéressant ce cheminement-là. Je trouve que c'est une fois que tu as commencé à faire le produit, c'est toujours la phase la plus dure. Parce que là, tu vas te confronter aux utilisateurs, donc ça fait un peu bobo. Et du coup, les gens, tu as un peu une démarche de mi-t'as envie, mi-t'es en mode fuite, t'es pas sûr. Après, ça dépend de la confiance que tu as dans le produit que tu as fait. Mais enfin, même pour avoir fait des produits qui j'avais l'impression à aller faire kiffer les gens, avec les premiers tours, j'étais un peu moins chaud après. Ah, ça pique un peu. Puis tu améliores et plus tu améliores le produit, il correspond à ce que les gens entendent et mieux c'est facile. Mais au début, c'est un peu dur et c'est un truc qui revient tout le temps dans la communauté où on est. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, je vais faire plein de trucs. Et tu leur dis, ouais, mais regarde, c'est bien déjà ce que tu as fait, va parler aux utilisateurs. Ils sont là. C'est vrai que si t'es pas convaincu toi-même de ton produit, c'est trop compliqué d'aller le vendre et d'aller en parler, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment être 100% convaincu et que ça apporte vraiment un réel besoin, quoi. Ça répond à un réel besoin, pardon. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc il faut être convaincu que ta démarche, c'est de le rendre meilleur ton produit et que tu es bien obligé de partir de quelque part. Des fois, tu pars avec des points négatifs, des fois, tu as de la chance, tu pars déjà dans le positif, mais tu vas partir de quelque part et tu vas l'amener. Et c'est ta volonté d'amener ton produit à un meilleur niveau qui est importante plutôt que à un point T, le fait qu'il soit bon ou pas bon, ça va pas. Et qu'est-ce que tu penses du pas MVP définitif, du coup, quoi. parce que c'est un gros sujet, parce que on a souvent dit il faut MVP, faut juste que ça soit cliquable et c'est bon, tu vas tester. Et en fait, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, et je pense qu'il faut quand même un minimum que ton MVP il ressemble à quelque chose, parce que sinon, en fait, les gens ils s'arrêtent à la première chose qu'ils voient. 80% des gens, et tu vois la première fois, c'est ça dans ta tête toute ta vie, tu vois. Oui. Et donc du coup, quand tu arrives avec un produit, mais tu dis non, c'est pas grave, c'est un MVP, et que tu négliges des choses, je trouve ça complètement dément tu perds tout le monde, quoi. Et nous, on a vraiment lancé ce MVP, mais avec quand même toute cette recherche, avec tout ça, avant de le faire tester, parce qu'on voulait que les gens aient cette belle image de Freebie dès le départ. Alors je dis pas du tout que c'est ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'évidemment, on a parcouru pas mal de chemins en termes d'expérience et de SaaS, mais en tout cas, on avait quand même un produit qui était utilisable dès notre MVP et qui était joli, quoi.
comprends, je comprends. Alors déjà, je trouve qu'il y a un peu il y a un peu un problème sur les définitions qu'on a en France sur c'est quoi un MVP, c'est quoi un POC. Puisque du coup, j'ai eu un startup studio et j'ai essayé d'aider des gens à lancer leur MVP et je me suis rendu compte de ça. Donc du coup, premièrement, pour moi, déjà, Mm. un POC, c'est une preuve de concept, donc c'est les initiales. Et donc l'idée, c'est pas un logiciel fonctionnel, c'est un peu comme tu parlais tout à l'heure des features quand tu veux les tester. Tu les codes vite fait, ça marchouille à peu près, t'as une interaction balbutiante, on va dire, mais un utilisateur tout seul, il peut pas vraiment l'utiliser ou il va être vite bloqué parce qu'il lui manque des trucs essentiels. Donc pour moi, ça c'est un POC, ça va te permettre de aller faire Tout des à fait. interviews utilisateurs finalement et d'avoir du feedback avec eux. Une fois que tu as ça et que tu as des gens qui disent bah, si tu l'améliores, si tu fais les trucs que j'ai dit qui étaient pourris, je suis prêt à être utilisateur et que tu commences à avoir ça, pour moi, tu peux passer à la phase de MVP une fois que tu as pris les retours. Et du coup, le MVP, ça va être dans tous les gens que tu as sélectionnés au début, tu as trouvé un petit peu un profil commun. Ça peut être 20 personnes, hein, mais il y a des gens qui ont le même profil à peu près, qui t'ont fait les mêmes retours à peu près. Tu dis, bah, ma première version, je vais la dédier à eux et au chemin, on va dire, rêvé qu'ils ont pour l'utiliser. Donc, dans le chemin rêvé, moi j'entends, il n'y a pas les erreurs de parcours dans le chemin. Donc, il n'y a pas, par exemple, pour ton logiciel, le mec s'est trompé sur la facture. Pour le moment, il n'y a pas la feature pour rectifier, tu vois, dans le MVP. Pour moi, dans le MVP, c'est le mec qui veut arriver à faire de bout en bout une mission, donc de zéro, à mettre le client jusqu'à se faire payer. Il y a ce chemin parfait qui marche. C'est pas, tu l'as pas ultra travaillé, mais ça marche. Des gens peuvent l'utiliser. Et par contre, genre les options, oui, mais j'ai deux clients dans la même facture, C'est ou clair. alors il veut splitter le prix, ou tout ça, tu laisses tomber. Il y a, en fait, tout ce qui est qu'on considère des options, eh ben, il y en a pas. Dans le MVP, pour moi, il y a vraiment peu d'options, voire pas du tout. Tu as pris le chemin essentiel pour que quelqu'un puisse aller au bout, et tu l'as mis, et déjà tu as fait ça, et c'était bien, et ça marche pour un lot d'utilisateurs, Ouais, pas c'est pour une ou deux exactement gens ça. utilisateurs, Et en fait, les gens mais pensent vraiment que un lot. le proto, c'est le MVP, quoi. Et ils mélangent les deux et ils pensent que, voilà, parce qu'on a des maquettes où on peut cliquer, bah, on peut appeler ça un MVP. Et je suis d'accord avec toi que c'est pas ça et qu'il y a vraiment deux phases. La phase vraiment de recherche et la phase d'utilisation, et toujours de recherche, mais d'utilisation fonctionnelle. Et pour moi, le meilleur exemple, le plus simple à comprendre d'un MVP, c'est Uber. Il y avait un bouton push et il y avait un chauffeur qui venait te chercher. Et après, ils ont rajouté les factures, les trajets partagés, les machins, les features en plus qu'on n'avait pas besoin et qui n'étaient pas essentielles aussi pour lancer le produit, quoi, pour faire leurs preuves. Et ça, c'est vraiment ça, quoi. Il y a un push, une action, ça vient, ça marche, et après, t'améliores avec les options par-dessus, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, des fois, tu peux rester dans la phase qu'on considère Ouais, MVP finalement très longtemps, parce que même pour toi, pour Freebie, vu que tu n'adresses pas encore tout le marché, que tu as vraiment sélectionné que les gens freelance en micro-entreprise, on pourrait toujours dire que c'est un MVP, dans ma définition en tout cas. c'est ça. Et les Après, gens là, ont on est quand vraiment même du mal avec ça, plus hein. trop sur un MVP parce que on va adresser un autre type de personne qu'on n'avait pas adressé au départ. Mais si tu veux, voilà, au départ, MVP de Freebie, c'était j'ajoute mes clients, je crée un devis, je crée une facture, je l'envoie, et j'indique le paiement comme payé, tu vois. Et c'était bam, 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 bam. Ouais, Puis maintenant, dans les factures, tu peux faire des factures de vente, d'achat, d'acompte, de solde, tu peux détailler, tu peux splitter, tu peux rentrer des détails, rajouter tes bons de commande dessus. Et tout ça, c'est des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé et on n'avait pas forcément pensé à la base. Et les c'est fameuses grâce à options. tout aussi les retours qu'on a eu qu'on a pu améliorer ça, quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, c'est moi, personnellement, tu vois, du coup, la question que tu as posée qui m'a fait vraiment réagir, c'est finalement la chose qui m'a fait arrêter mon startup studio, c'est parce que je tombais que sur des gens qui étaient là, ok, ben, je veux faire un MVP. Je dis, ah, mais t'as pas fait de recherche utilisateur, t'as pas un POC, t'as rien. Pourquoi tu viens me voir? Je dis, ça va te coûter des sous un MVP Mm. quand même. Tu cherches à avoir un vrai produit fonctionnel. Si on peut pas partir sur 1000 ou 2000 euros, ou alors tu fais Ouais. du no-code, mais du coup, c'est un POC. Enfin, ou peut-être que tu peux arriver à faire un produit en no-code, mais en tout cas, enfin, je suis pas la bonne personne. Et ça, c'est systématiquement
c'était ça. Je faisais que leur dire, mais en fait, non. Non, je vais pas t'aider. Je vais pas t'aider. Dans tous les cas, si je te dis qu'il faut mettre C'est 10 000 clair. euros, tu vas faire ah, c'est trop cher. Oui, mais pour un C'est pas MVP, énorme un du vrai tout. MVP, 10 000 euros, c'est pas énorme. Mais par contre, si tu n'as jamais rien fait et que tu sais pas C'est si tu as des hardcore. clients, 10 Ah 000 ouais. euros, c'est hardcore. Donc, oui, oui, C'est clair. c'est Bah ouais, sûr. c'est clair. Même la recherche, ça coûte tellement cher que de toute façon, il y a, il y a pas mal de sujets, d'articles à ce sujet, mais c'est quand tu investis dans l'UX, tu es certain d'aller beaucoup plus loin que celui qui investit pas, donc pas aussi rapidement. Mais en tout cas, ça met des bases sur le projet. Et j'aime bien faire cette analogie avec du béton armé, si tu veux, parce que soit tu fais les fondations avec du béton armé, tu mets du temps à être sûr que ça tombera jamais, ou soit tu montes ta maison en carton et au premier coup de vent, elle part, tu vois. Et c'est vraiment ça, au final, toute la partie recherche, c'est que tu fais les fondations, tu fais les bases, et grâce à tout ce que tu as fait qui n'est pas visible directement parce que ça aura un impact plus tard, mais au moins toutes ces bases-là, elles sont solides et elles bougeront plus, quoi. Et ça, c'est hyper important de ne pas négliger Mm. toute cette recherche et d'être constamment en train de rechercher des choses sur ces utilisateurs, quoi, parce que c'est ce que nous, ça nous a coûté un bras, ça nous a coûté énormément cher, mais c'est ce qui fait qu'on est rentable aujourd'hui. Donc c'est clair que je suis très content d'avoir fait toutes ces phases-là par ces phases-là plutôt que de négliger ça, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on est un peu face à un biais d'entrepreneur qui est que, tu sais, on a beaucoup la vision de je vais faire un truc, je vais le lancer, je vais être riche, et puis je serai à Bali devant ma piscine, tout va bien. Et du coup, en fait, on essaie, en tout cas, on se leurre en se disant, il faut vite lancer un produit, le mettre sur le marché, faire payer des gens, et comme ça, tout ira bien. Et du coup, au lieu de vouloir faire quelque chose qui va aider les gens, C'est on veut clair. faire quelque chose pour avoir de l'argent, tu vois. Donc, on met nos intérêts en avant, et du coup, si tu mets tes intérêts en avant, faire un C'est clair. produit que les utilisateurs comprennent facilement, ça n'a aucun intérêt pour toi. En fait, enfin, si tu penses rien qu'à toi, ça n'a aucun intérêt. Si tu penses d'abord aux gens à qui tu veux vendre quelque chose, et tu penses qu'est-ce que tu peux améliorer dans leur vie, et en échange de ça, je vais leur prendre de l'argent qui va améliorer la mienne. Du coup, tu fais cette recherche utilisateur, tu fais le marketing pour en parler, tu fais toutes ces étapes en avant, et puis tu fais le produit in fine euh, ensuite. Mais du coup, tu fais les étapes dans l'ordre, quoi. Alors que quand tu as un Bah, c'est mauvais état clair, et puis d'esprit, je pense que tu fais à tu l'envers vas de direct ça. acheter des pulls et vouloir passer sur BFM alors que tu n'as même pas encore 10 utilisateurs qui utilisent ton produit. Donc, et on voit bien qu'il y a pas mal, il y a un gros gap, et je pense que C'est ça. aujourd'hui il y a vraiment deux écoles, et t'as l'entrepreneur plus m'as-tu vu et l'entrepreneur plus qui veut résoudre un problème, quoi. Et je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs aujourd'hui qui se différencient pas mal. Mais je pense que l'entrepreneuriat, ça a été très porté, il fut un temps, euh, par des gens qui étaient très matus, parce que, en fait, enfin, je, je m'auto-contredis si tu veux, mais ça a été très Mm. visible par des gens m'as-tu vu, parce que forcément ils se rendent visibles, bien qu'il y ait eu beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, il y a eu ton père était un entrepreneur, mon oncle était un entrepreneur, mon grand-père était un entrepreneur, mais ils se rendaient pas visibles. Et je pense que c'est les entrepreneurs que moi j'apprécie, en tout cas, ils savent pas se rendre visibles, Clairement. ils s'en foutent de se rendre visibles, ils veulent faire des choses qui aident les gens. Et de ça, ils en vivent. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que j'en avais marre des mecs qui racontent leur vie pour dire que c'est trop facile et qu'ils ont eu 1 million d'utilisateurs et que, enfin, ils viennent raconter leur beau conte de fées sur BFM ou d'autres chaînes qui Mm. sont friandes de ça, mais ça aide personne. Et alors que tu vois, quand tous les gens que je rencontre dans ce podcast, à chaque fois, j'ai des retours de gens qui me disent ah ouais, mais du coup, je comprends son parcours, je comprends l'impact que ça a eu dans moi, mon parcours d'entrepreneur, et du coup, je vois que j'ai fait des conneries, et que, en fait, si j'avais entendu de ça parler plus tôt, je les aurais pas Au faites. tout début, C'est un peu j'étais dans stylé, quoi. l'optique, quand j'ai lancé Freebie, pour moi, c'était il faut des sous, il faut aller chercher des sous. J'avais vraiment ce truc de je peux pas y arriver sans Ouais. investisseur. Et donc, j'avais rencontré pas mal de gens. Et je me suis fait quand même traiter de designer éthique par une start-upeuse parce que elle me trouvait pas ambitieux par rapport à là où je voulais emmener Freebie, parce que je lui racontais tout ce qu'on vient de se dire, tu vois. Et c'est marrant le gap Ouais.
de vision de ce que c'est, tu vois, parce que ça m'avait rendu un peu fou cette histoire. Mais Ouais, bah, je comprends, je comprends. On a été un peu trop bercé par l'entrepreneurship américain qui raconte de belles histoires, alors que en vrai, et Mm. je pense que la plupart de nous, on n'a pas été en Amérique, et du coup, on n'a pas rencontré Ouais. d'entrepreneurs. En tout cas, on n'y a pas été en dehors que des vacances, quoi. Du coup, t'as pas rencontré tout le lot d'entrepreneurs qui sont comme nous, qui essayent de faire des choses pour aider les gens et qui sont pas là à raconter leur vie sur des chaînes de télé ou quoi. Et il y en a plein en fait, mais c'est pas représentatif de tout le monde. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'en vrai, Ouais. il y a plein de belles Et choses puis à raconter souvent, quand à tu côté creuses de un peu, tu cela. t'aperçois que papa maman, bah, il a mis un petit million avant de commencer le projet et que bizarrement, bah, c'est plus simple comme ça, quoi. C'est clair. Ouais, bah, il y a un vrai biais de déformation à ce propos. C'est que bah, c'est plus facile de passer sur BFM quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui y travaille. C'est plus facile de lever de l'argent quand tu connais quelqu'un qui est blindé, et, etc. Donc, du coup, ben, t'as certaines populations qui ont des plus gros financements que Ouais. d'autres, et c'est un peu tout Ouais. naze, tu vois. Mais bon, c'est en train de changer, j'ai l'impression, parce qu'on a une vision qui change. Puis il y a eu trop d'échecs de mecs qui ont eu des sous et qui n'étaient pas du tout légitimes. Ils étaient légitimes par C'est leur clair. contexte, mais pas par leur capacité à entreprendre. Et du coup, bah, ça a foiré. Et je pense que ça va être de Bah moins en ouais. moins le cas, quoi. Ça va Bah, être de moins en moins notamment du facile. fait que déjà aujourd'hui, c'est plus du tout le même coût pour monter une startup et que on vient de parler du MVP, mais aujourd'hui on peut se débrouiller pour lancer et tester un concept sans mettre des milliers d'euros pour tester, et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'était impossible. Et, et- Ben, clairement, là, avec le bah ouais, no-code, tu peux plus que tester avec 0 €. Clairement. Si tu investis des sous pour faire un c'est test, c'est ça. que Après, vraiment tu après il y sais a pas d'autres. chercher sur Google. Voilà, il y a plein de Ou alors secteurs tu où es ça dans un marche truc pas, vraiment particulier, mais il y a mais il y a beaucoup de startups aujourd'hui où tu peux carrément tout faker en MVP pour avoir les premiers utilisateurs et sans débourser beaucoup d'euros, quoi. Mais c'est clair que voilà, il y a aussi un moment c'était pas possible aussi, et c'est pour ça que c'est en train de changer et qu'il y a des nouveaux types mm, d'entrepreneurs et des entrepreneurs bah voilà, qui veulent vraiment tout ce qu'on dit, créer un produit et plutôt que de s'en mettre plein les poches dès le départ, quoi. et je crois qu'on va aussi tendre vers quelque chose qui est de plus en plus Mm. des produits très spécifiques qui Mm. adressent un point très spécifique, et c'est tout. Et qui soit pas très cher. Mais en fait, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Tu Mhm. vois, par exemple, l'application que j'ai sur les stores qui s'appelle CapTime, Ouais. c'est juste un timer pour faire du CrossFit, c'est Mm. tout. Il y a 5 modes de timer, c'est tout. Et genre, tu ne peux rien Ouais. changer de plus. Et j'ajouterai jamais des millions de trucs. Tu vois, là, je rajoute une feature qui a été beaucoup demandée, Mm. mais c'est juste un timer de CrossFit. C'est pas un timer des autres genres de sport, etc. Et en fait, les gens sont contents. Tu vois, ils payent 3 euros et ils sont très contents. Et j'en ai plein Bah ouais. qui partout dans le monde. Ça leur va très bien. Et, et, et je me dis vraiment que je vais tendre vers ça personnellement, de faire plein de petits produits qui adressent des petites problématiques terriblement bien. Et c'est top. En fait, je pense qu'on peut vivre de ça. Et je pense que, enfin, moi, en tant qu'utilisateur, avoir un produit qui fait exactement ce que je voulais, c'est très bien. T'as pas besoin d'avoir un truc qui a décidé d'être Facebook en même temps, mais Instagram, mais Snapchat. Enfin, comme ils font actuellement d'ailleurs les gros là, ça devient de plus en plus des bousins ignobles. Et enfin, je sais pas, c'est les retours qu'il y a eu sur les Ouais. derniers trucs, les dernières mises à jour d'Instagram et de Twitter. À chaque fois, les gens rigolent, quoi. Donc, je pense que C'est clair. ça va être de moins en moins vrai Bah ouais. de faire des business qui ressemblent à ça. Mm. Et je viens de tomber d'ailleurs sur un article aujourd'hui là d'une boîte française qui a un genre de réseau social, s'appelle Yubo. Et c'est un réseau Ouais. social où tu peux faire que des chatrooms, tu sais, genre tu peux rencontrer des gens et tu parles avec des gens en direct comme ça. Il n'y a pas de bouton like, pas de follow, rien. Tu peux juste Ok, suivre des gens et intéressant. après juste être ami avec eux. Et ils ont vraiment pas pris le parti pris de plus faire ce truc-là global. Tu vois, ils ont vraiment une petite niche qui s'adresse à une petite niche. Ils ont 40 millions d'utilisateurs. Finalement, des fois, tu te rends pas compte que ta niche, elle est plus grande que prévu.
mais ils ont vraiment décidé d'adresser que des gens qui n'ont pas envie de liker des choses, qui ont juste envie de rencontrer des autres Bah ouais. gens et passer un bon moment avec eux, quoi. Et voilà. Du coup, on a pas mal dérivé encore. On va passer sur mes questions finales, je pense, parce qu'on a fait pas mal de tours. Je suis en train de brûler au soleil. Je te jure, je suis. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, donc je suis dehors. J'ai voulu faire un podcast dehors parce qu'il faisait bon chez moi à Albuferia et il fait plus que bon maintenant. Je crois que l'ordi est en train de chauffer d'ailleurs. Mince. Du coup, pour mes questions finales, un petit peu, je pense qu'on a déjà un peu couvert le pourquoi tu es indépendant. Est-ce que Écoute, tu as ouais, d'autres projets futurs? j'ai un projet dans les cartons qui est sorti pendant le confinement et qui me trotte la tête pas mal. Et en fait, j'adore les tools et c'est un truc que j'utilise au quotidien tout le temps, plein de tools. Et j'en teste tous les jours des nouveaux et j'aime bien en créer comme Freebie par exemple. Mais je suis vraiment fan de tools et du coup il y a une Ouais. copine de taf un jour qui m'a dit mais toi t'es vraiment Mister Tools parce qu'à chaque fois je lui montrais des nouveaux tools, dès qu'elle me posait une question j'avais la réponse et du coup j'ai regardé par curiosité si le domaine n'était pas disponible et il était disponible. Du coup, j'ai acheté Mister.tools et en fait, depuis le confinement, je fais des lives de présentation d'outils et j'ai regroupé une communauté dans un Discord où on discute sur tous les outils et dès qu'ils ont une question, je veux un outil pour faire ci, je veux un outil pour faire ça, ils peuvent échanger dans ce Discord et trouver des nouveaux outils pour ajouter des cordes à son arc. Et donc du coup voilà, c'est une petite communauté de passionnés de tools qui puissent Ok, échanger dans un Discord et avec ces présentations d'outils en live. trop cool. Ben, on va mettre le lien Carrément. dans la description du podcast avec Freebie, bien sûr. Je pense que je rejoindrai parce que moi aussi j'ai un peu Monsieur Tools aussi, bien que j'essaye de moins en avoir maintenant. Je fais un tri, mais ouais, j'en ai Ouais. testé pas mal et c'est dur d'en trouver. Même s'il y a il y a plein Mais d'awesome c'est listes un le petit problème peu avec les maintenant listes, c'est des que meilleurs outils, mais tu sais plus quoi choisir en fait, quoi. Et c'est oui, qu'il y en a parce que plein et donc du coup finalement tu es encore c'était plus revirdi perdu pareil. et donc moi ce que je fais sur Mister Tools c'est que je présente pas les meilleurs outils mais je présente les outils que j'utilise au quotidien et pourquoi je les utilise et pourquoi c'est eux que j'ai choisi en fait et donc c'est pas les meilleurs, il y en a d'autres qui le font bien mais c'est comment moi je les mets en place dans mes business et comment ils me servent au tous les jours. C'est plus pour montrer des exemples concrets que de dire ça c'est le meilleur outil, ça c'est celui qu'il faut que tu prennes, faut prendre celui-là alors que entre deux personnes A et B l'outil même ne correspond Ok, pas aux deux quoi. Donc c'est vraiment en fonction des besoins oui, et de c'est ce qu'ils ça, ont ouais. envie, quoi. Et donc, C'est rigolo, ok. j'ai fait un peu la même chose sur Ouais, j'ai vu Thinker. ça, ouais. J'ai mis une Ouais, j'ai page vu. avec les outils que j'utilise. Mais et du coup, vraiment le but après avec Mister Tools, c'est de lancer des mini tools, un peu comme toi, comme tu m'as dit que tu avais lancé pas mal de petits tools. Et le but c'est de voilà de lancer des petits tools qui font une feature, qui sont hyper simples pour aider dans la productivité, quoi. Et, Putain, la conversation qui s'enchaîne de tellement ouf. bien avec ce qu'on a dit Ouais. précédemment. C'est fou. On l'a pas du tout préparé, Et hein. ouais, dont le Je prochain vous le qui va dis. être un petit gestionnaire Ok, de liens d'affiliation d'ailleurs. Voilà. ah cool, cool. J'ai Ben, vu. je serai utilisateur. Parce que, comme tu as vu, j'ai mis des produits J'ai vu avec qui ça. j'ai des Et là, c'est un affiliations peu et j'ai le bien Linktree de galéré. l'affiliation qu'on est en train de sortir, qui va sortir bientôt. Ok, trop cool. Et bien d'ici là, je pense, quand le podcast sortira, on pourra Carrément. mettre le lien dans la description aussi, puisqu'il sera sorti. Ok, du coup, petite question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Waouh. Non, j'aurais eu Eh plein ouais, de je choses, t'ai pris. mais déjà de bien montrer que faut pas négliger la finance et que financièrement il faut être sûr de soi et de pouvoir être enfin de s'auto-financer au moins sa propre personne parce qu'en fait il y a un énorme décalage entre ce que tu penses et
qui va vraiment être réel. Et quand tu lances ta startup, tu dis c'est bon, dans 6 mois, c'est en ligne. Et puis, en fait, en dev, t'as la règle des 3, et si c'est 6, c'est plus 1 an et demi. Et il faut multiplier toujours par 3 les délais. Et du coup, il y a toujours ce truc où est-ce Ouais. que tu seras capable, dans 1 an, 2 ans, de pas encore te payer sur ton produit, quoi. Et c'est vrai qu'on se pose pas assez cette question, parce que la plupart des échecs de start-up, c'est justement ça. C'est en fait, je peux plus me payer, je dois manger, je peux plus payer les gens qui bossent avec moi. En fait, j'arrête, et un an de développement partent en fumée, quoi. Et il y en a plein de start-up, on voit même pas le voir le jour à cause de ça, quoi. Et du coup, ça, faut vraiment prendre ça en compte. C'est pendant combien de temps tu peux ne pas te payer. Et ça, c'est vrai que j'avais pas ce recul-là, et j'aurais aimé qu'on me le montre vraiment dès le départ, quoi. Parce que tout de suite après, c'était galère. Je suis allé faire des prêts bancaires, je suis allé chercher des subventions, je suis allé chercher des sous, mais c'est du temps que tu passes pas sur le produit, donc au final, c'est du temps où le développement avance moins vite. Et c'est vrai que j'avais pas Mm. pensé, j'avais pas prévu que ça mettrait autant de temps de sortir le produit. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment, est-ce que financièrement, combien de temps tu peux tenir financièrement? Je pense que c'est vraiment une question à se poser avant de lancer un produit. Et la deuxième, si j'ai le droit à une deuxième, c'est est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu es passionné par ce que Vas-y. tu vas faire, quoi? Parce que c'est manger avec, dormir avec, rêver avec, faire des cauchemars, c'est sous la douche, c'est partout, t'en penses tout le temps, quoi. Et donc, il faut vraiment être passionné, selon moi, par le produit, et totalement convaincu de ce qu'on veut faire, pour qu'on n'en soit jamais dégoûté, quoi. Clairement, je plus sois ça aussi, puisque c'est. Enfin, je pense que c'est très dur de tenir longtemps sur. Puisque justement, Ouais. avec ce qu'on vient de dire, ça prend plus de temps que tu avais Ouais. prévu. Donc ça veut dire que tu vas être déçu à un moment donné que ça ne marche pas autant que tu avais prévu. Donc, est-ce que tu vas être capable de prendre sur toi, sur ta déception, puisque tu en auras tout au long de ton projet, et plus que ce que tu penses, est-ce que tu vas être capable du coup d'encaisser ça et d'être toujours autant passionné, d'être toujours autant animé? Parce que si à chaque fois que tu es déçu, tu perds en énergie sur ton projet et que C'est tu en mets clair. de moins en moins, tu es voué à mourir avec ton projet. Enfin, ton projet est voué à mourir. Donc, il faut un truc qui te recharge tous les jours et qui te dit, et que tu puisses te dire, ah, c'est trop C'est cool ce ça, que je c'est fais, qu'il y a tellement, et c'est les continue. montagnes russes, c'est tellement de déceptions, tellement de choses qui arrivent, que c'est clair qu'il faut pouvoir avoir cette bande passante suffisante pour pouvoir encaisser tout ça, quoi. Et ça, c'est clair. Et puis surtout, après, c'était vraiment de, C'est ça. de trouver c'est surtout penser à l'évolution du produit, et de là où on veut l'amener, parce que même un produit, tu vois, s'il n'est pas scalable, il va falloir trouver beaucoup beaucoup d'argent pour pouvoir le continuer, le développer. Alors que demain, si de base ton produit, tu sais qu'avec X personnes, ou 10 000 ou 1 000, ça revient au même, c'est aussi différent dans le besoin que tu vas avoir en argent et en temps, par exemple. Et donc ça, c'est des choses aussi à pas négliger, et, euh, et de savoir où est-ce qu'on veut aller à 5 ans sur son produit, pour voir si c'est vraiment celui-là qu'on a envie d'emmener loin, quoi. Et donc voilà, quoi. C'est ça. Non, non, mais je pense que tu as tout dit, hein, sur sur le sujet, sur ce sujet-là. On va pouvoir un petit peu passer à la question dont on a parlé ensemble et que je pense tu sais. Quelle est ta Écoute, citation préférée? moi j'ai pas vraiment de citation à proprement parler qui me correspondent vraiment. Mais parce que voilà, j'ai pas de citation. Euh, Non, mais je pense que ça fait très écho à la conversation qu'on a eue tout à l'heure et qu'on a eue en off. C'est que finalement, en fait, les citations, c'est très. Euh, c'est un ouais. peu comme les entrepreneurs à BFM, quoi. C'est des belles histoires, mais c'est pas forcément les histoires de tous les jours de notre vie. Et du coup, je trouve que quand t'es entrepreneur dans le sens essayer de rendre service plutôt que de juste se la péter avec son projet, Bah ouais. en fait, les citations, elles te servent C'est ça, et pas c'est grand-chose. C'est cool, tu les lis, ouais, c'est sympa. carrément. Ok, très bien. Et du coup, selon toi, qui c'est que je dois faire venir dans ce Écoute, je podcast pense après que toi? je sais pas si tu connais Jean-Luc Karst, qui est le fondateur de Join Secret.
Non. et qui est un super entrepreneur qui a lancé qui a lancé John Secret, qui permet d'avoir des réductions sur des services. Il a plus de 500 000 euros de réduction. Et Ah c'est un oui, sur super les produits. entrepreneur qui a bossé qui a revendu sa boîte juste avant qui s'appelait Brice dans toute la partie RH quoi. Il connectait des gens pour trouver des profils tech. Et il a revendu à Red Ok. il y a un bail. Et, euh, et, euh, Ah et oui. du coup, c'est un super entrepreneur que tu pourrais interviewer. Ok, top. Merci. Par rapport à ça, je voulais dire aussi que nos auditeurs peuvent participer à m'aider à trouver des prochains entrepreneurs à venir dans le podcast. En fait, il suffit d'aller sur le site du podcast et de cliquer sur découvrir les makers. Et là, on peut en ajouter, voter pour eux, un peu comme Product Hunt, ou comme tu fais voter les features de ton produit. Moi, je fais voter pour les entrepreneurs. Et comme ça me permet de plus facilement trouver qui viendra dans ce podcast. Super. Voilà. Et ben du coup, on va finir avec la dernière Et question. bah C'est qu'on sur envoie les gens qui veulent te freebie.me, suivre. sinon sur mon profil LinkedIn, donc c'est Antoine Legendre. Vous pouvez me ajouter avec grand plaisir pour échanger. Il n'y a aucun problème. Et sur Instagram aussi, on est pas mal présent avec Très bien. Freebie, Eh ben merci beaucoup. où on donne un peu les backstage de Ah Freebie, oui, où tu je fais me bien montre d'en pas mal parler. en facecam, où on explique les nouveautés, les choses qui sont pas publiées forcément. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Oui, Exactement. c'est un peu plus personnel, quoi. Ok, top. Eh ben merci beaucoup. C'était une super Carrément. conversation. Merci beaucoup, J'ai kiffé Martin. parler avec toi. Et ben du coup, merci aux auditeurs. Si vous avez kiffé cet épisode, vous pouvez envoyer des petits cœurs à Antoine sur LinkedIn ou sur Insta. Ça lui fera plaisir. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode.